Bonsoir messieurs, dames. Voilà donc une nouvelle séance de ces trésors de la bibliothèque présentée avec l'INHA et l'ENC. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Gilbert Schrenk, professeur émérite de littérature française à l'Université de Strasbourg, qui va s'entretenir avec Jean-Marc Châtelain, le directeur de la réserve, à propos de ces belles figures et drôleries de la Ligue de Pierre de l'Étoile. Je vous laisse. Merci. Oui. Je vais peut-être commencer ici et puis je me rendrai ensuite vers ce recueil donc, de Pierre de l'Étoile, qui est l'un des trésors de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, raison pour laquelle donc, il est présenté ici ce soir. Et donc avec Gilbert Schrenk, qui a réalisé il y a quelques années, en 2016, une édition critique de ce grand recueil aux éditions Drault. Nous allons essayer de vous présenter succinctement ce recueil et essayer de vous en montrer toute la richesse. Ce que je voudrais faire pour commencer, c'est d'abord replacer ce recueil dans le contexte de sa production et d'abord présenter peut-être son auteur, Pierre de l'Étoile, qui n'est sans doute pas le personnage le plus connu de l'histoire et de l'histoire littéraire de cette fin du XVIe siècle, mais qui est toutefois un personnage très, très important et très intéressant. Pierre de l'Étoile, c'est un homme qui est né à Paris en 1546. C'est un Parisien, hein, ça on peut le voir très nettement dans la constitution de ce recueil. C'est un Parisien qui est issu d'un grand milieu parlementaire. Il était le fils d'un président de chambre au Parlement de Paris. Et par ailleurs, le petit-fils par sa mère, qui était Marguerite de Montholon, d'une grande lignée de parlementaires du XVIe siècle, les Montholon. Donc, François de Montholon, son grand-père, a été éphémèrement garde des Sceaux sous le règne de François Ier en 1542-1543. Et de même, son oncle, François II de Montholon, a été lui aussi garde des Sceaux dans les années 1588-1589. Tout cela donc pour vous dire un peu quel est ce milieu familial et ce milieu aussi qui n'est pas seulement familial, qui est un milieu culturel, un milieu intellectuel dans lequel évolue Pierre de l'Étoile. Alors lui-même n'a pas connu une carrière aussi brillante parce que notamment il a interrompu très tôt ses études de droit. Il avait commencé des études de droit à Bourges, mais il n'a pas poursuivi jusqu'au doctorat, ce qui explique qu'il n'a sans doute pas eu une carrière aussi brillante que l'a été celle de ses aïeux dont je viens de parler. Néanmoins, très jeune, à 20 ans, en 1566, il acquiert une charge de grand audiencier à la chancellerie de France, donc il est grand audiencier de France, charge qu'il conservera pendant longtemps puisqu'il ne la revend que une trentaine d'années plus tard, 35 ans plus tard, en 1601. Mais comme vous le voyez, donc, et comme je le disais, cette carrière administrative n'est sans doute pas la plus brillante dans ce milieu de la robe de la fin du XVIe siècle, de sorte que si le nom de Pierre de l'Étoile est resté connu et passé à la postérité, c'est avant tout en raison de son œuvre littéraire, si je puis dire, ou de son œuvre historiographique, puisque Pierre de l'Étoile est l'auteur d'un célèbre journal qu'il a tenu pendant les guerres de religion, un registre journal des règnes de Henri III et de Henri IV, qui est demeuré inédit de son vivant, mais qui aujourd'hui constitue une source d'informations extrêmement précieuse pour l'historien. Alors, à la lecture de ce journal, on voit aussi très bien quelle est la personnalité de Pierre de l'Étoile,
puisque c'est un journal, c'est évidemment quelque chose de très vivant. Et cette personnalité, c'est d'abord une personnalité politique aussi, un homme qui n'est pas du tout neutre dans ces conflits des guerres de religion, mais qui est tout à fait partisan de ceux qu'on appelle à l'époque, depuis les années, qu'on a pris l'habitude depuis les années 1570 environ, depuis la fin des années 1560 et le début des années 1570, d'appeler les politiques, c'est-à-dire que ce sont ces personnages qui, au milieu des conflits de religion, estiment, jugent que c'est la paix civile qui doit l'emporter, que c'est elle qui doit être le principe même de l'unité du royaume et non pas l'exclusivité de religion. Donc, des personnages qui sont favorables à, je dirais, une forme de tolérance civile et en même temps un très grand attachement au principe de la souveraineté monarchique, ce qui donc les met en opposition frontale avec le camp des ligueurs. Je vais y revenir rapidement. Et puis par ailleurs, dans ce journal que tient Pierre de l'Étoile, il s'y montre aussi un insatiable collectionneur de libelles, un curieux de toutes ces pièces éphémères d'actualité, ces pièces éphémères d'opinion que suscite avec une abondance qui sans doute n'avait jamais été connue à ce point jusqu'à ces années des guerres de religion, donc que suscite cette époque très agitée des guerres civiles. Alors cette curiosité, si je la mentionne ici, c'est bien parce que c'est celle qu'on retrouve au cœur même, au principe même du recueil que nous vous présentons aujourd'hui, celui qui s'intitule « Les belles figures et drôleries de la Ligue ». Alors, je vais présenter davantage ce recueil. Donc, ce recueil, c'est une réunion, un ramas, comme on le disait à l'époque, un ramas de pièces d'actualité qui se concentre presque exclusivement sur les années 1588-1594, c'est-à-dire finalement les années paroxystiques des guerres, des conflits de religion en France et des guerres civiles. Donc nous sommes là dans l'un des moments les plus critiques de ces années qui sont les années de la Ligue, et vous avez justement sous les yeux l'une des pièces réunies dans ce recueil qui est une figuration allégorique de la Ligue avec cette coiffe de serpent qui exprime la discorde. Vous voyez sur la partie gauche les armes d'Espagne, hein, puisque la Ligue est soutenue par le roi d'Espagne, et sur la partie droite, cette face bifide, hein, si je puis dire, cette double face de la Ligue, qui cherche, tout en se tournant d'un côté vers la monarchie espagnole, à s'emparer, hein, c'est cette main qu'on voit sur la gauche, de la couronne de France, à prendre ces armes qu'on voit ici, qui sont celles de France et de Navarre. Donc, c'est bien de la Ligue que va nous parler le recueil de Pierre de l'Étoile, année d'exacerbation de la violence politique et idéologique qui est liée au problème de la succession royale, tel qu'il s'est ouvert depuis la mort du dernier des fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, François d'Anjou, en juin 1584, puisque donc le roi régnant Henri III n'a pas d'héritier qui puisse lui succéder, en tout cas pas de fils qui puisse lui succéder, de sorte que désormais c'est Henri de Navarre qui est juridiquement l'héritier de la couronne, mais qui par ailleurs, religieusement, est protestant. Et donc toute la question est dès lors de savoir si cette légalité juridique suffit à faire une légitimité monarchique, dès lors que la clause de la
catholicité de l'héritier du trône n'est pas remplie. Et en 1588, donc ce débat s'ouvre en 1584, pardon, avec la mort du dernier des frères Valois, donc François d'Anjou, celui qui n'a pas régné. Et en 1588, ce débat prend un tour de plus en plus dramatique dans l'opposition armée entre le camp très catholique des Guises, qui est donc mené par le duc Henri de Guise et son frère Louis, le cardinal de Guise, qui est archevêque de Reims, et puis, de l'autre côté, le camp royaliste d'Henri III. Je dis que cette année 1588 est donc celle d'une accélération finalement de cette séquence d'événements très, très violents, notamment parce que le duc de Guise tente une sorte de bras de fer, pourrait-on dire, avec la monarchie française, avec Henri III, qui lui avait notamment fait interdiction d'entrer dans Paris, et au début du mois de mai, contre l'interdiction royale, bafouant donc l'autorité du roi Henri III, le duc de Guise fait son entrée à Paris le 9 mai. Henri III fait rentrer petit à petit les troupes royales dans Paris, qui en sont chassées par un mouvement d'insurrection des Parisiens. C'est la fameuse journée des barricades. Nous sommes presque à la date anniversaire, puisque c'était le 12 mai 1588 que se produit cette journée des barricades, qui a pour conséquence une fuite précipitée d'Henri III qui quitte Paris, et en même temps la prise du pouvoir à Paris par la Ligue. Et c'est donc l'établissement à Paris de ce gouvernement qu'on va appeler le gouvernement des 16, qui va tenir Paris pendant plusieurs années. C'est donc cela qui est au cœur des événements que nous rapporte à travers toute une série de libelles d'actualité ce recueil de Pierre de l'Étoile. Et c'est dans cette escalade de la violence qu'intervient notamment, et là je vais me déplacer vers le recueil pour vous montrer quelques pages, je sais pas, ça marche là, oui. Qu'intervient notamment au mois de décembre le double assassinat par la volonté d'Henri III, du duc de Guise et de son frère, juste avant Noël 1588. Alors, il faut que je me rende au feuillet 10. Donc là, vous avez une image, l'un de ces libelles ou l'une de ces publications d'actualité qui ont été créées à la suite de l'assassinat du duc de Guise et du cardinal de Lorraine, donc un événement qui a eu un retentissement absolument considérable. Et là, donc, vous voyez une gravure qui est favorable au camp des Guises, au parti des Guises, puisque en fait, on voit les deux corps du cardinal de Guise et de son frère, le duc de Guise, sous le crucifix, avec tous les objets de la passion. Donc effectivement, c'est une nouvelle passion qui est celle des Guises que nous représente cette planche gravée. Cette planche gravée et coloriée. Et puis, nouvel événement dans cette séquence, c'est cette séquence d'événements très, très violents. C'est quelques mois plus tard, au mois d'août 1589, l'assassinat, cette fois-ci, d'Henri III par Jacques Clément, un dominicain fanatisé. Donc, je vais vous présenter... Voilà, donc sur l'un des grands feuillets réunis constitués par Pierre de l'Étoile, dont on peut voir ici l'écriture. Vous voyez là, c'est cette écriture un peu penchée.
donc des portraits de Jacques Clément, ce dominicain, qui, au début du mois d'août 1589, assassine le roi Henri III. Et donc c'est, comme je le disais, à toute cette succession de faits, jusqu'à la victoire d'Henri de Navarre, devenu Henri IV, et son sacre à Chartres, et puis surtout son entrée à Paris à la fin de l'hiver 1594, en février et mars 1594, que se consacre, que se rapporte le recueil de Pierre de l'Étoile, où sont au total réunies ainsi 150 pièces d'actualité, dont certaines sont aujourd'hui d'une grande rareté et dont l'ensemble est constitue assurément une pièce unique. Alors, je voudrais dire quelques mots brièvement sur la manière aussi dont ce recueil est parvenu jusqu'à nous. Quelques mots déjà sur les circonstances de sa constitution. Nous ne les connaissons pas en détail, mais néanmoins, nous savons que dès 1589, au moins, le recueil commençait d'être constitué, puisque c'est dans c'est dans son registre journal du règne de Henri III que, à la date d'avril 1589, Pierre de l'Étoile écrit ceci, je vous lis. J'ai été curieux jusque-là, il parle des libelles diffamatoires qui ont été diffusés contre Henri III. Et voilà ce qu'il en dit. J'ai été curieux jusque-là d'en ramasser jusqu'à plus de 300, tous divers, tous imprimés à Paris, et criés publiquement par les rues, contenant 4 tomes que j'ai fait relier en parchemin et étiquetés de ma main. C'est-à-dire qu'il il a annoté, il a marqué le titre au dos. Sans un grand in-folio, c'est-à-dire sans oublier, en plus de ces 4 tomes, un grand in-folio plein de figures et placards diffamatoires de toutes sortes, que j'eusse baillés en garde au feu, comme ils en sont dignes, n'était qu'ils servent à montrer et découvrir les abus, impostures, vanités et fureurs de ce grand monstre de la Ligue. Donc, ce grand in-folio plein de figures et placards diffamatoires de toutes sortes, c'est le recueil que vous avez aujourd'hui sous les yeux. Alors ce recueil a été conservé ensuite dans la famille de Pierre de l'Étoile et à la fin du XVIIe siècle s'est trouvé entre les mains de son petit-fils qui était abbé de l'abbaye de Saint-Acheul à Amiens ou près d'Amiens. Ce qui explique à la mort de ce petit-fils, ce recueil soit entré dans les biens de l'abbaye. Et nous en gardons d'ailleurs encore la trace, puisque au début, nous avons le dos de la reliure qui avait été faite pour l'abbaye de Saint-Acheul, qui a été conservé. Je peux vous le montrer. Il présente un intérêt modeste. On aura une image complète. Voilà, vous avez ici ce dos, le dos avec le monogramme de Saint-Acheul, S.A., diverses pièces qui étaient à la Thomaison. L'abbaye de Saint-Acheul avait fait relier à neuf le recueil, donc il a perdu son aspect d'origine. Et puis ensuite, cette reliure a été de nouveau changée. Au début du XIXe siècle sans doute, c'est-à-dire qu'à la Révolution française, évidemment, les biens de l'abbaye de Saint-Acheul lui ont échappé, mais ne sont pas rentrés à ce moment-là dans les collections publiques. Et en tout cas, les papiers de Pierre de l'Étoile ne sont pas rentrés dans les collections publiques, mais sont passés à un libraire parisien du nom de Pierre Mongy, et c'est à ce libraire parisien en 1824 que la Bibliothèque royale, qui était redevenue Bibliothèque royale après avoir été Bibliothèque nationale et puis impériale, donc la Bibliothèque royale en 1824 achète à Pierre Mongy ce recueil. Voilà donc comment il se trouve depuis 1824 dans les collections de la Bibliothèque nationale et donc aujourd'hui de la Bibliothèque nationale de France. Alors il a fait l'objet d'un certain nombre de restaurations, notamment en 1973. On a dû changer la reliure qui avait déjà été changée au XIXe siècle. On a dû renouveler cette reliure. On en a profité pour refaire une reliure de plein parchemin telle que
enfin à l'image de ce que pouvait être la reliure originelle du manuscrit, mais ce n'est évidemment pas du recueil, pardon, mais ce n'est évidemment pas la reliure originelle. C'est une reliure de conservation de la fin du XXe siècle. En revanche, ce qui a été strictement conservé depuis le temps de Pierre de l'Étoile, c'est l'ordre qu'il a voulu donner aux différentes pièces, à cette marqueterie de pièces d'actualité qu'il a réunies, assemblées dans ce recueil. Alors, dernier point, et puis je laisserai ensuite la parole à Gilbert Schrenk pour nous exposer le sens qu'il faut donner à cette entreprise de collecte et à cette réunion. Je voudrais simplement insister pour finir sur le caractère de bigarrure qui est celui de ce recueil. J'emploie le terme de bigarure car c'était un terme, il suffit de lire les essais de Montaigne pour s'en souvenir, très apprécié dans cette fin du XVIe siècle. Et de fait, il s'agit bien là d'un ensemble bigarré où ce qui frappe d'abord en tournant les différents feuillets, c'est la diversité des types de pièces qui s'y trouvent rassemblées. En majorité, ce sont, et vous en avez déjà eu sous les yeux quelques exemples, des pièces imprimées. Mais on compte aussi dans cet ensemble quelques pièces manuscrites, notamment quelques copies qui ont été prises de la main de Pierre de l'Étoile. Je vais vous en montrer un exemple. Ça n'est pas d'une manipulation très aisée. Mais... Voilà, Stance sur la misère du siège de la ville de Paris en 1588, en 1590. Voilà, les mariniers françaises aux ligueurs. Donc voilà un exemple de ces pièces manuscrites qui sont autographes de la main de Pierre de l'Étoile. On trouve également quelques dessins. Vous avez ici, dans la partie supérieure du feuillet, un beau dessin d'un portrait d'Henri IV. Et puis les pièces imprimées elles-mêmes sont diverses. On trouve, et là je n'en représente pas d'exemple, enfin si je pourrais, après tout, en me contentant de tourner le feuillet, des estampes et des feuilles d'actualité illustrées, des estampes satiriques et d'autres qui ne le sont pas. Là, vous avez une estampe satirique qui reprend l'un des textes, enfin qui brode sur l'un des textes fameux de polémique dans les années 1593-1594, qui est le dialogue du Maheutre et du Manant. Le Manant, c'est un Parisien partisan de la Ligue. Le Maheutre, c'est un gentilhomme qui est partisan qui est royaliste, qui est partisan du roi et donc à ce moment-là partisan d'Henri de Navarre, enfin d'Henri IV. Voilà. Et donc il y a des versions ligueuses du dialogue du Maheutre et du Manant, et il y a des versions royalistes. Ici, nous sommes dans une version royaliste. Vous pouvez voir un portrait allégorique de la Ligue dans la partie gauche de l'image, cette Ligue qui se présente avec un masque, voilà, qui est donc figure même de l'hypocrisie. Donc je vous parlais d'estampes, de feuilles d'actualité illustrées. Il y a aussi des textes sans illustration. Vous avez ici quelques exemples de textes qui sont dépourvus de toutes illustrations. On trouve des portraits. Je vous en avais montré déjà un exemple du côté du dessin, mais il y a aussi des portraits imprimés par la gravure.
Ici, un très beau portrait d'Henri IV en majesté, hein, qui en même temps est donc, enfin en majesté, qui est avec son bâton de commandement et dont vous pouvez voir qu'il foule aux pieds, dont la monture foule aux pieds les trophées des armées vaincues, donc celles de la Ligue. Et puis, on pourrait même noter la présence d'une carte, ce qui est ce qui peut paraître tout à fait singulier. Je vais vous dire quand même un petit mot des raisons pour lesquelles on trouve cette carte. Vous voyez ici une carte de la France et un commentaire de la main de Pierre de l'Étoile dans la partie inférieure de la feuille explique pourquoi il a placé là cette carte. C'est que, en réalité, c'est moins la carte elle-même du royaume de France qui compte que ce détail dans la partie supérieure de la bordure, où l'on voit un ange qui est en train de fouler aux pieds un personnage qui est caractérisé comme un tyran, et c'est un portrait du duc de Guise, ce qui explique, nous dit Pierre de l'Étoile dans son commentaire, que cette pièce a été pourchassée et interdite. Voilà, vous voyez là les tyrans, donc Turanie, et il y a le duc de Guise, qu'on identifie moins par ses traits que par le fait qu'il est accompagné de son frère, le cardinal. Voilà. Alors donc, vous voyez ici la diversité même des types de pièces qu'on peut rencontrer. De même, on pourrait parler de la diversité du point de vue générique. Il y a à la fois des textes historiques, des textes satiriques, des textes polémiques et même des textes normatifs. Alors, des textes historiques, je vais tourner d'un feuillet. Voilà, donc là, simplement, on n'est pas dans le bon sens, mais voilà, typiquement, une pièce d'actualité de nature historique et non pas polémique, qui représente un événement, comme on aimait à le faire à cette époque-là. Donc là, c'est la représentation des cérémonies et de l'ordre gardé au baptême de Monseigneur le Dauphin et de Mesdames et Sœurs à Fontainebleau, le 14 septembre 1606. Donc c'est le baptême du futur Louis XIII. Et en même temps, si je mentionne cette pièce, c'est aussi pour montrer qu'il y a là, dans ce recueil également, quelques pièces qui échappent à cette chronologie centrale que j'avais indiquée pour commencer, celle des années 1588-1594. Hein. Mais ça s'explique bien, puisque là, on est dans l'affirmation, finalement, passé ce moment dramatique, de la continuité dynastique et de la continuité du pouvoir royal. Des textes satiriques, nous en avons vu beaucoup déjà. Je pourrais présenter comme type de texte satirique aussi des chansons. Je vais revenir bien en avant. Voici donc des chansons telles qu'elles étaient diffusées sous forme de feuilles volantes. Voilà, donc avec le montage, qui était soit illustré comme dans la partie inférieure gauche du feuillet, soit ne l'était pas, comme le sont les trois autres chansons. Donc des chansons. Il y a également dans ce recueil des caricatures, quelques caricatures.
vous les voyez ici sur la gauche, avec des dessins, notamment par exemple ce dessin ici, deux caricatures de deux personnages importants dans cette histoire, qui sont les puissances étrangères, avec le duc de Feria, qui était le représentant de Philippe II d'Espagne en France au moment de la Ligue, représenté sous les traits d'un dindon et sous les traits d'un coq, le légat pontifical, donc le légat Aldobrandini, qui était le neveu du pape. On est là dans un ordre satirique qui est extrêmement proche de celui qu'on trouve au même moment dans la satire Ménippée, bien évidemment. Des textes polémiques, ils sont le plus grand nombre. Je n'y reviens pas puisque j'en ai déjà présenté quelques-uns. Pour commencer d'ailleurs cette figuration allégorique de la Ligue à la Ligue infernale avec ses deux têtes, et puis des textes que je dirais des textes normatifs qui peuvent être des actes, des déclarations, des arrêts de parlement, qui se rapportent tous à cette même séquence d'événements. Par exemple, ici, vous voyez, arrêt de la Cour de Parlement, séante à Châlons contre le récrit en forme de bulle adressé au cardinal de Plaisance, publié par les rebelles de Paris au mois d'octobre dernier. Donc il y a comme ça un certain nombre de textes de ce type. Donc voilà toutes ces choses qui nous donnent bien l'image d'une réelle bigarrure de pièces curieuses, qui est à l'image même de la réalité, à l'image même de la bigarrure tragique du temps présent. Et de ce point de vue, il me semble que le geste de collecte de Pierre de l'Étoile mériterait d'être replacé aussi dans un plus large contexte des pratiques de collection de son temps qui s'attachent à collecter de telles pièces d'actualité et finalement à donner une forme de pérennité à ce qui relève intrinsèquement de l'éphémère. Alors on pourrait citer comme exemple de tels collectionneurs deux cas en amont de Pierre de l'Étoile. On peut penser à Zurich, à ce que fait dans les années 1560-1570 le pasteur Vic, qui a réuni un très grand nombre de pièces d'actualité qui sont aujourd'hui conservées à la bibliothèque de Zurich, où elle forme la collection Vickiana, et qui, en collectant ces pièces d'actualité, entend aussi écrire une sorte de chronique de son temps, en acte en quelque sorte, voilà. Et faisant ainsi, donc par la réunion de toutes ces pièces volantes, les Flugschriften, les Flugblätter, comme disent les Allemands, donc des pièces volantes, faisant ainsi que ceux qui s'envolent trouvent finalement une permanence plus durable dans une forme d'écriture de l'histoire, une sorte de chronique en acte. En aval, on pourrait penser aussi, sensiblement dans une génération nettement postérieure à Pierre de l'Étoile, à ce que fait Samuel Pepys en Angleterre au XVIIe siècle. Donc Pepys, qui est lui aussi un diariste, qui est lui aussi l'auteur d'un fameux journal, mais qui, parallèlement à l'écriture de ce journal, réunit une collection très importante de pièces volantes, ce qu'on appelle les broadside ballads, qui sont aujourd'hui l'un des trésors de Magdalen College à Cambridge. Voilà, donc il y a comme ça quelques cas qui pourraient être rapprochés. Néanmoins, il reste incontestablement une singularité forte de ce que fait Pierre de l'Étoile, puisque d'abord en France, il y a très peu d'exemples qui soient comparables. Le seul qui soit vraiment très proche, c'est Pierre Pitou, qui est par ailleurs proche aussi idéologiquement, socialement et idéologiquement de Pierre de l'Étoile, donc un homme qui, dans le même temps, est du côté des politiques et qui a lui aussi constitué un recueil, même s'il est moins abondant, moins riche, mais dans un esprit assez comparable. Donc, je disais quand même une singularité nette de l'entreprise de Pierre de l'Étoile, et puis une singularité aussi de son projet, qui n'est pas celui d'une chronique neutre, mais celui d'une chronique très clairement orientée, une sorte de,
pourrait dire, de chroniques scandaleuses de la Ligue, le scandale étant celui de la diffamation même de la souveraineté royale par la Ligue. Mais là, je ne voudrais pas empiéter sur le propos de Gilbert Schrenk, et donc je vous laisse la parole. Merci. Donc, comme vous m'y invitez, nous allons donc essayer d'aller un petit peu davantage dans le détail des estampes et des belles figures qui viennent de vous être présentées par rapport aussi à la vie de Pierre de l'Étoile et de la politique évidemment contemporaine. Contemporaine, vous aurez remarqué que ce recueil est tout à fait consubstantiel à l'événementiel, à l'actualité, qui est celle de la Ligue, nous l'avons vu, et le rétablissement de la monarchie sous Henri IV. En fait, ce recueil exprime ou reflète une sorte de spécularité historique, reflète une des grandes crises dynastiques du milieu de la fin du XVIe siècle, avec d'une part l'extinction de la dynastie des Valois au moment de l'assassinat d'Henri III et l'avènement des Bourbons avec le roi de Navarre qui sera donc Henri IV. Alors ce recueil de 46 feuillets dont vous avez eu un aperçu est composé d'environ 150 pièces différentes. C'est donc un recueil bigarré, comme on l'a dit, extrêmement hétérogène. Et la question qui se pose, évidemment, comment lire, comment interpréter cette collection de Pierre de l'Étoile. Alors, il y a une explication tout à fait simple, c'est de considérer, et c'est en partie vrai, que ce recueil est simplement l'accumulation, une forme de compilation des différentes pièces, d'affiches, de chansons, de placards que l'Étoile a pu recueillir au jour le jour durant les années sombres de la Ligue. Cela est certainement vrai et fondamental. Mais il me semble qu'il y a une autre façon d'analyser, et ça fait tout à fait le prix de ce recueil, c'est de considérer que, et on peut en faire la preuve, que ces différents documents d'histoire ont été reclassés et réorientés après coup, et notamment après l'avènement d'Henri IV et la restauration de la monarchie sur des bases qui étaient considérées de nouveau comme saines et traditionnelles. Donc il faut tenir compte dans l'interprétation d'une forme de décalage entre le présent de l'estampe et l'interprétation qui est donnée après coup. Et nous avons la chance, avec l'Étoile, de pouvoir mesurer ce décalage dans la mesure où toutes ces estampes que l'on peut analyser en tant que telles, et les historiens de l'art, les historiens du livre ont apporté à ce niveau des contributions tout à fait déterminantes. Mais lorsqu'on considère que l'Étoile a également pris soin d'annoter, de commenter personnellement ces différentes estampes ou ces différentes pièces, vous sentez bien qu'il y a un deuxième regard, son regard qui se pose sur le matériau existant. Et en fait, nous voyons quoi? Nous voyons l'Étoile voyant les belles figures de la Ligue. Il y a donc une sorte de mise en perspective dans laquelle se glisse évidemment une signification, un sens. Ce que l'histoire immédiate, disons l'actualité, pouvait avoir de contradictoire, de décousu. L'Étoile aime beaucoup employer le terme de folie de l'époque. Eh bien, cet aperçu, ce regard, est progressivement orienté dans le but ou afin de démontrer un certain nombre de choses qui déterminent le cours de l'histoire et fait l'histoire des hommes, tout simplement. Donc, pour ce faire, je vous invite
dans le temps qui nous reste, à prendre quelques estampes, quelques drôleries ou belles figures, et essayons de voir ensemble comment les choses sont conçues et quelle peut être la réaction de l'étoile face à ce matériau pamphlétaire et la leçon que nous pouvons en tirer. En sachant d'emblée que ce recueil n'a jamais été destiné à la publication. C'est un recueil secret, c'est un recueil qui a été gardé précieusement dans le cabinet de Pierre de l'Étoile, pour une raison évidente et simple à première vue, c'est que collectionner ce genre de documents exposer le collectionneur aux sanctions les plus graves. Pierre de l'Étoile a vu, en pleine période de la Ligue, sa maison perquisitionnée. Après l'assassinat d'Henri III, la police de l'époque a débarqué et on a fouillé, on a cherché, et probablement des choses ont disparu. Ensuite, dans un deuxième temps, il a connu la prison, enfermé pendant quelques semaines sur accusation de posséder ce genre de littérature et évidemment de comploter contre la Ligue. Autrement dit, d'être un partisan d'Henri III, c'est-à-dire un politique, celui qui place la raison d'État au-dessus de toute autre forme de considération partisane, religieuse, etc. Et dernier point, dernière menace extrêmement grave, circuler dans les années 1590-91, notamment au moment du fameux siège de Paris dont on vous a montré tout à l'heure une chanson, une liste qu'on appelait la liste rouge. Et cette liste rouge avait été établie par la Ligue et portait le nom de tous les politiques qui étaient destinés soit à être bannis, et encore c'était une affaire relativement simple par rapport à ce qui attendait les autres, soit d'être pendus, soit d'être dagués, c'est-à-dire poignardés. L'Étoile figurait sur la liste de ceux qui devaient être dagués. Donc vous voyez que la collection, le geste de collectionner n'est pas simplement une passion comme beaucoup de contemporains ou nos contemporains peuvent la vivre, mais était en soi un engagement, était un acte conçu comme un acte politique, au-delà de sa valeur immédiatement esthétique ou culturelle et intellectuelle. Donc voilà, je voudrais donc essayer d'entrer maintenant dans le vif du sujet et je prendrai quelques estampes qui concernent la tragédie de Blois, c'est-à-dire l'assassinat des Guises. Ensuite, nous verrons l'assassinat d'Henri III avant la réduction de Paris par Henri IV. Nous sommes donc dans un univers sanglant, extrêmement fanatisé, avec une cruauté tout à fait exceptionnelle. Alors peut-être pourrions-nous commencer maintenant par la première planche, qui est la page de titre que vous avez déjà aperçue. C'est donc l'écriture autographe de Pierre de l'Étoile, une écriture très régulière et pour notre bonheur évidemment lisible quand on pense à d'autres écritures, par exemple de Montaigne, etc. C'est un bonheur que de lire Pierre de l'Étoile et de le déchiffrer. Donc alors, vous aurez remarqué que c'est un titre extrêmement long. Je me permets simplement de vous le lire dans son intégralité parce que ça posera les jalons de ce que je vais dire tout à l'heure. Donc voilà le titre donné par Pierre de l'Étoile. Les belles figures et drôleries de la Ligue avec les peintures, placards et affiches injurieuses et diffamatoires contre la mémoire et honneur du feu roi, comprenez Henri III, que les oisons de la Ligue appelaient Henri de Valois, imprimés, criés, prêchés et vendus publiquement à Paris par tous les endroits et carrefours de la ville l'an 1589, desquels la garde, c'est-à-dire la conservation, desquels la garde, qui autrement n'est bonne que pour le feu,
témoignera à la postérité la méchanceté, vanité, folie et imposture de cette ligue infernale, nous avons vu tout à l'heure son allégorie, et de combien nous sommes obligés à notre bon roi, comprenez Henri IV, qui nous a délivrés de la servitude et tyrannie de ce monstre. J'insiste beaucoup sur le terme de monstre, puisqu'il nous servira par la suite. Donc vous voyez que c'est un titre extrêmement long, un titre programmatique en quelque sorte, qui essaye de cerner la réalité très mouvante de ce recueil hétérogène, fait de pièces les plus diverses, parfois les plus contradictoires, un recueil qui semble partir dans toutes les directions et dont on ne sait pas très bien quoi faire. Alors, pour apporter un élément de réponse, du moins un premier élément de réponse, il faut avoir à l'esprit, et vous l'aurez sans aucun doute remarqué, que le titre en soi s'énonce sur un mode parfaitement ironique. Toutes ces estampes satiriques, injurieuses, diffamatoires, sont caractérisées de belles figures et de drôleries. C'est-à-dire qu'il y a chez l'Étoile un geste de ramasser, d'amasser, de collectionner ces pièces, et une forme de mise à distance qui permettra justement l'interprétation de ce matériau pamphlétaire. Alors, une drôlerie, au XVIe siècle, désigne une peinture, un graffiti ou des dessins satiriques qui sont véhiculés et répandus selon des modalités extrêmement diverses. Vous l'aurez remarqué, elles sont soit imprimées, et nous avons dans ce recueil des textes, des pages imprimées, elles sont aussi criées. Ça veut dire qu'on fait de la publicité au carrefour, à la sortie des églises, dans les rues de Paris. Elles sont prêchées. Alors ça, c'est plus intéressant déjà, enfin autrement intéressant, disons, parce que l'Étoile, et son journal nous le dit à de fréquentes reprises, l'Étoile fréquentait assidûment les sermons des principales paroisses de Paris. Il appartenait à la paroisse de Saint-André-des-Arts, mais il allait faire les paroisses alentours, et il notait soigneusement ce qui se disait dans les sermons. Et beaucoup des sermons qui sont résumés par lui et rapportés par lui sont saturés d'expressions, de passages, de formules que nous trouvons justement dans ces pièces diffamatoires et injurieuses. C'est-à-dire que le sermon est une autre forme de propagande à côté de l'imprimé, du dessin satirique ou des chansons. Les chansons sont un autre grand véhicule de la propagande politique, qu'elle soit celle d'Henri III ou d'Henri IV. Et puis, vers la fin de ce titre programmatique que j'évoque, vous avez évidemment un jugement de Pierre de l'Étoile sur ce recueil qu'il est en train de constituer. Et il marque évidemment une forme de condamnation de principe, n'est-ce pas ? Les pièces sont tellement diffamatoires qu'elles méritent finalement le feu, d'être détruites, mais en même temps, elles doivent servir de témoignage à la postérité. Alors pourquoi ce geste à la postérité ? Eh bien, l'Étoile nous le dit dans son journal, la postérité qui analyse ce genre d'écrits, de témoignages, n'éprouve évidemment plus les passions qui ont animé l'apparition de ce genre de littérature, et que, à ce moment-là, du point de vue de la raison, de la mise à distance, de l'esprit critique, la postérité peut évaluer à sa juste mesure, espère évidemment l'Étoile, la validité et la véracité de ses propos. Et donc, tout ce qui va suivre sera donc l'illustration, la mise en image, la démonstration de ce qu'est représente la Ligue comme monstre, générateur à la fois de servitude et de tyrannie. Voilà ce que l'on peut dire
en gros, sur ce titre. Et nous retrouverons en permanence dans les textes, dans les estampes que je vais vous soumettre dans un instant, ce genre de regard à la fois critique, à la fois de mise à distance. Et c'est dans ce regard-là, me semble-t-il, que se trouve finalement la véritable leçon de Pierre de l'Étoile. À aucun moment, vous ne trouverez chez lui une forme de profession de foi, de prise de position explicitement formulée. Je crois que sa méthode, on parlait tout à l'heure de Montaigne, la méthode de Pierre de l'Étoile consiste simplement à mettre sous les yeux du lecteur, des lecteurs que nous sommes, le matériau qu'il a ramassé et par son montage nous faire prendre notre propre idée et tirer nos propres conclusions. Parce que, voyez-vous, toutes ces estampes qui figurent dans ce recueil sont des pièces qui ont été collées sur des feuilles. Et donc, la plupart du temps, il me semble que le collage ou le montage, pour employer un terme de la technique photographique ou cinématographique, n'est pas le fruit du hasard, mais correspond à une sorte de logique démonstrative qui devrait faire prendre conscience la postérité du véritable enjeu des fanatismes et des passions partisanes qui ont déchiré son époque et dont il a été la victime, comme beaucoup de Français politiques de son temps. Alors, je vous propose maintenant de passer à la première planche, qui est celle des pénitents blancs et bleus du roi Henri. Alors, c'est une gravure sur bois. C'est une grande frise, comme vous le remarquez, coloriée de groupes de pénitents, qui est répétée à l'identique plusieurs fois de suite, ce qui vous donne l'impression du cortège et d'une véritable procession, et donc dépliée sur plusieurs feuillets qui sont réunis ici. Donc cette gravure représente les pénitents blancs sur un fond bleu, et à la suite des pénitents bleus sur un fond jaune. Et vous remarquerez que la posture des pénitents est exactement la même et qu'il y a une forme de réduplication. Donc nous avons là une scène de procession d'une congrégation qui est de la congrégation de l'Annonciation de Notre-Dame. C'est un ordre qui a été institué par Henri III en 1583. Et à travers cette estampe, la Ligue essaye de dénoncer l'hypocrisie de ce genre de procession auquel Henri III participait en personne, revêtant l'habit du pénitent, marchant pieds nus, se flagellant, procession qui se terminait souvent au château de Vincennes pour des retraites qui ensuite ont été évidemment exploitées dans le sens de lieux de débauche, comme vous le savez. Donc voilà, et cette planche est signée de deux initiales, PM, initiales dans lesquelles on croit reconnaître Pierre Meignier, qui était Meignier, libraire imprimeur parisien, qui exerça entre 1581 et 1614 dans le quartier de la Porte Saint-Victor. Il y aurait toute une étude à faire sur les imprimeurs libraires ou les marchands d'estampes de Paris qui initialement travaillaient davantage du côté de la rue de Montorgueil et qui finalement se sont déplacés de l'autre côté de la Seine pour investir le quartier donc de la rive gauche, et où habitait l'Étoile, et donc qui était très près des sources, comme vous le voyez. Voilà. Donc vous remarquerez donc
cette procession qui forme d'ailleurs, la succession des feuillets forme d'ailleurs un petit peu la forme de BD, de bande dessinée ou de projection photographique. Voilà donc pour une des premières estampes. Si vous voulez bien, nous passons à la deuxième, qui est le portrait, je lis en français moderne, hein, le portrait et description du politique de ce temps, extrait de l'écriture sainte. Alors, vous savez donc ce qu'est le politique, et l'Étoile était considéré et se considérait lui-même comme un politique, et vous remarquerez que c'est une gravure sur bois. Vous verrez que progressivement, la gravure va passer sur cuivre. Il y aura une évolution de la technique et de sa diffusion. Donc à Paris, chez Hilaire Le Bouc et Pierre Chevillot, donc, qui travaillaient en 1589, également à Paris. Et vous remarquerez que le politique est représenté par une femme poisson ou une forme de femme sirène attachée à un tronc d'arbre et qui tient dans sa main une fiole, dans sa main droite, et une trompette dans la main gauche. Ce sont les attributs du pouvoir séducteur destiné à s'emparer des esprits. Alors, au-dessus de la sirène, c'est extrêmement composé et plein de références et d'allusions. Au-dessus de la sirène et autour d'elle, vous avez de gros nuages, forme de menace, qui signifie une forme de menace. Vous avez 2 pourceaux, des enfants nus qui jouent à la balle ou des bulles peut-être, tandis que du côté droit, de l'autre côté, sur une forme d'estrade ou d'autel, vous avez donc des personnages féminins, un personnage homme, qui pourraient être des dieux, c'est-à-dire exprimant une forme d'idolâtrie propre aux politiques. Alors, au bas de l'affiche, c'est très intéressant, vous avez un roi qui est assis à une table couverte avec une assiette autour de laquelle se trouvent des crapauds. À terre, plus bas, vous avez des turbans qui jonchent le sol, et tous ces motifs représentent le portrait du politique. Les crapauds font référence aux armes de Clovis et signifient les attributs diaboliques de la royauté avant la conversion du prince à la vraie religion et l'adoption des fleurs de lys. Donc vous voyez que finalement le politique, c'est l'athéisme, c'est l'idolâtrie, c'est la perte de toutes les valeurs selon l'interprétation donnée par la Ligue. C'est donc une estampe à charge extrêmement violente que vous avez là sous les yeux. Alors l'estampe est entourée d'un certain nombre, enfin même d'un grand nombre de textes qui commencent chacun par l'extrait de l'écriture sainte et qui développent les différents aspects de l'image que je viens de vous résumer assez rapidement du reste. Voilà donc. Ensuite, après cela, je vous propose de passer à une autre figure. En cette figure, Henri de Valois fait assassiner traîtreusement Monsieur le duc de Guise. Alors là, nous sommes dans le cœur de l'action, la tragédie de Blois, lorsque Henri III a décidé de se débarrasser des principaux chefs de la Ligue ultra-catholique, à savoir le duc de Guise, Henri de Guise, et son frère, le cardinal Louis de Guise, à une date qui est évidemment extrêmement symbolique, la veille du jour de Noël. Vous remarquerez que la Ligue met en scène cette tragédie, et vous remarquerez que nous avons presque affaire, selon le découpage de l'estampe, à une forme de
de mise en scène de théâtre, une sorte de théâtralisation de la scène avec 3 espaces. C'est une forme d'estampe tournante, hein. Vous pouvez le lire dans tous les sens. À droite, vous avez le roi qui se tient dans sa chambre et qui observe lâchement l'assassinat. D'ailleurs, le texte qui accompagne, la légende qui accompagne ce texte dit que le roi sautèle. Il sautille de joie, hein, content d'être débarrassé du duc de Guise. Au centre, évidemment, l'assassinat. Vous avez les sbires du roi, sa garde, les 40, très, très connus, qui plantent le poignard dans le dos, dans la gorge, dans le cœur de Guise complètement désarmé, dont l'épée est à terre et qui, les bras ouverts, se donne presque en offrande, du moins en martyr, à la sauvagerie sanglante de cette scène. Et puis à gauche, vous voyez qu'on lève pratiquement le rideau. Eh bien, vous avez de nouveau Henri III avec son sceptre ou son bâton de commandement à la main, entouré de ses gardes et montrant aux frères du duc de Guise assassiné, le cardinal Louis, le cadavre de son frère, histoire de lui signifier ce qui l'attend à son tour. Donc il y a là une forme de violence exacerbée qui est destinée à fustiger et à condamner un roi qui n'est plus qu'un traître et un félon et qui manque à tous ses devoirs. On pourrait détailler davantage encore les personnages, mais je pense que ce n'est pas tout à fait nécessaire à ce niveau-là. D'autant plus qu'il faut que j'avance un petit peu plus vite, vous me pardonnerez. Donc l'estampe suivante, le martyr, non, c'est le soufflement. Voilà, le soufflement, on gagne un petit peu de temps-ci. Le soufflement et conseil diabolique d'Épernon, c'est le duc d'Épernon, à Henri de Valois pour saccager les catholiques. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce que Henri III, qui est au centre, hein, Henri de Valois, vous remarquerez qu'on ne l'appelle jamais roi ou roi de France, mais par son nom ordinaire, eh bien, il est finalement la proie et sous l'emprise d'un de ses courtisans, qui est Jean d'Épernon. Lorsque je dis courtisan, en réalité, la Ligue, et d'une façon générale les historiens, nous rappellent que c'était un mignon, un des fameux mignons d'Henri III, on l'appelait même l'archi-mignon ou le mignon de couchette du roi. Et vous remarquerez qu'avec un soufflet tendu vers l'oreille d'Henri de Valois, il insuffle ou souffle l'idée ou la décision de la mort de ces crimes, l'idée des crimes. C'est une inspiration tout à fait diabolique. D'ailleurs, vous voyez que derrière le duc d'Épernon, lui-même, il est sous l'influence d'un diablotin qui lui indique ce qu'il convient de faire. Et par terre, évidemment, le corps des 2 frères catholiques décapités, hein, avec les têtes tendues. C'est tout à fait une scène de boucherie, avec d'autres personnages témoins de la scène sur lesquels je passerai peut-être plus vite, sauf celui à l'extrême gauche, qui a sur le dos, mais on le voit très très mal, voilà, ultima, vous le voyez peut-être, et ensuite abréviation, ultima cello manette, c'est-à-dire la dernière, la couronne. La dernière couronne est au ciel. C'est une sorte de préfiguration du meurtre d'Henri III, puisque c'était sa devise. Sur le fond, en arrière-fond, vous avez le château de Blois, le lieu de la tragédie, avec des personnages proches des frères de Guise
assassiné. Voilà donc, et puis en dessous, vous avez encore une fois une légende qui paraphrase et qui explique le sens de cette scène. Ensuite, vous avez comment les deux princes étant morts sont mis sur une table. Voilà, encore une scène tout à fait sanglante. On a beaucoup parlé à propos de ces estampes représentant la mort des Guises de théâtre de la cruauté, enfin, référence à une formule plus récente. Et donc là, vous voyez encore une fois le roi Henri ayant à son côté, du côté gauche, Madame de Nemours, qui est la mère des deux personnages assassinés, et évidemment qui va tenir un discours reproduit dans le texte, condamnant la perfidie royale. Au fond, tout à fait au fond, vous avez un feu qui brûle et qui est donc destiné à réduire en cendres le corps des deux princes gisant sur la table ou le sol devant le roi. Autre scène, c'est le faux mufle découvert. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs textes réunis sur une même page. Alors celle qui est en dessous est tout à fait atroce. C'est une véritable scène de boucherie, des corps dépecés. On va très très loin là dans l'exhibition de la violence. Hein. Inutile d'insister, cela est fait pour choquer, évidemment, pour montrer la cruauté du roi. Et au-dessus, vous avez une autre estampe, une autre image qu'on appelle, qui est le faux mufle découvert. Le mufle, c'est la partie basse du visage, et celui notamment du roi, qui est représenté, comme par hasard, n'est-ce pas, en habit de pénitent, avec le chapelet à la main, ayant sur l'épaule droite une croix, qu'on appelle une croix bâtée, et qui a évidemment des oreilles d'âne, des cornes, enfin un visage tout à fait monstrueux, une forme de bouc ou de félin. Et au fond, à gauche, vous avez une procession de pénitents, et à droite, vous avez encore une fois une prison où sont enfermées les victimes. Voilà, c'est un peu le rituel de la mise à mort qui est ici mise en scène. Bien, je vous propose maintenant de passer au deuxième acte, si vous voulez, de la tragédie. Nous pourrons aller un petit peu plus vite peut-être. C'est l'assassinat d'Henri III. Alors là aussi, je vais me cantonner à quelques estampes les plus importantes, et notamment la première, hein, où vous voyez la mise à mort, l'assassinat d'Henri III, le 1er août 1589. Le roi mourra dès le 2 août par Jacques Clément, ce moine, qui lui remet une lettre, qui avait demandé audience, qui lui remet une lettre. Henri III se lève de son siège, et le moine en profite pour lui planter le couteau dans le ventre, ce qui évidemment ne pardonne absolument pas. Et à côté, scène juxtaposée, la mise à mort par les gardes du moine, le couteau au-dessus de sa tête, et les gardes s'acharnent sur son corps. Voilà donc la mise en scène. Et évidemment, Jacques Clément sera proposé dans cette optique comme un martyr pour la Ligue. En dessous, une estampe qui est d'ailleurs très intéressante du point de vue de l'histoire de l'estampe. Vous remarquerez que sur cette scène complète, la position du moine et d'Henri III reprend exactement la scène que nous avions vue au-dessus. C'est-à-dire que les estampes sont reproduites un peu à l'identique ici.
De même à droite avec la mise à mort du moine. Derrière, vous avez le bûcher qui est allumé à droite pour montrer que le coupable sera réduit en cendres. Et du côté gauche, Henri III sur son lit de mort, il va mourir, et au centre, évidemment, Épernon, l'âme damnée du roi, pris dans un moment de désespoir tout à fait atroce à la mort de son roi. Je vais vous demander de passer peut-être à la pièce, aux notes autographes, s'il vous plaît, Monsieur Châtelain. C'est le folio 21, parce que nous retrouvons là quelque chose de tout à fait atypique. Ce n'est pas la reproduction d'une estampe, mais c'est, un passage autographe de Pierre de l'Étoile, et c'est sous cette forme exactement la même qu'il a rédigé son journal, le journal du règne d'Henri III et d'Henri IV. Donc vous voyez qu'il insère au milieu de sa collection des passages de son propre cru, autographe, dans lesquels il commente et il consigne des phénomènes d'actualité. Si vous voulez bien prendre le premier passage, je me permets de vous le lire, au moins pour que vous ayez en tête la musique de l'écriture de Pierre de l'Étoile. Le 10 avril 1591, jour du mercredi saint, le prédicateur de la Sainte-Chapelle à Paris, au sermon duquel j'étais, engagea son âme au diable, devant toute l'assistance, au cas que le Béarnais, c'est-à-dire le futur Henri IV, entra dans Chartres, dont il faisait alors le siège, pour ce, dit-il, qu'il a fait Dieu cocu et a couché avec d'autres mères d'église, l'appela chien, hérétique, fils de putain, athée et tyran. Et toutefois 2 jours après, qui fut le vendredi saint, durant le service, arrivèrent les nouvelles de la composition et reddition de la ville de Chartres, et l'âme du bon cordelier demeura pour les gages à son maître. Vous voyez, ça c'est l'Étoile avec le commentaire, et qui a prélevé, qui a consigné la violence des sermons. Et puis les 2 autres passages sont exactement de la même farine, j'allais dire. Nous sommes là dans le monde du fanatisme le plus absolu. Je vous propose maintenant de passer peut-être au 3e acte. Et le folio qui est consacré à, je voulais dire tout de suite, la délivrance de la France par le Percé. Français, folio 31, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes dans la restauration de la monarchie. Henri IV ayant investi Paris en 1594, s'étant converti au catholicisme, reprend donc possession de son royaume et libère Paris et la France de la Ligue et de l'Espagne. N'oublions pas que la Ligue était fortement soutenue par l'Espagne et par les armées de la papauté. Donc là, reprise d'un thème mythologique tiré des Métamorphoses d'Ovide, Andromède délivré du dragon, et qui a donc la tête de la Ligue, vous l'aurez reconnu, le corps aussi de la sirène, et le roi Henri, sabre au clair, qui vient pourfendre et chasser ce monstre pour délivrer Andromède, symbole de la France. Sur le côté droit, il y a des personnages qui sont des dignitaires et qui sont peut-être des ligueurs ou alors des soutiens du roi. Il faudrait l'analyser d'un petit peu plus près. Ensuite, les autres estampes sont là pour glorifier la victoire d'Henri IV sur les troupes ennemies. Et je voudrais que nous terminions par
un texte qui apparemment n'a rien à voir avec tout cela. C'est la planche qui s'appelle Portrait de plusieurs hommes illustres, folio 42. Voilà. Ah, il est dommage que... Ah oui, nous avons peut-être... C'est un répertoire des grands hommes qui ont marqué l'histoire de France. On remonte jusqu'au roi Pharamond, qui est un roi tout à fait imaginaire, pour aller jusqu'au règne d'Henri IV. Et cette succession de rois permet de souligner la légitimité de la dynastie royale qui, au-delà des vicissitudes de l'histoire et de ses rébellions, s'est maintenue contre toute forme de rébellion et de fanatisme. Vous voyez, ce sont les différents portraits, et dans les marges, sur différentes colonnes, vous avez un texte, ou un article, qui rappelle ce qu'il était, ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa biographie. On commence par Pharamond et on continue par Clodion, etc., etc. Donc c'est la restauration de la monarchie. Et je voudrais maintenant, si vous permettez, terminer sur la dernière planche, qui est alors très très surprenante, qui est donc la planche folio 45, si vous voulez bien, folio 45, dont on se demande bien ce qu'elle peut faire là. Ce sont des monstres qui apparaissent à la fin du recueil. Alors on pourrait se dire, bon, l'étoile a glissé là, des choses qu'il avait sous la main pour compléter sa collection, mais vous aurez remarqué que dès le premier mot du titre de l'œuvre, et dans pratiquement toutes les estampes, il y a une récurrence très marquée du terme de monstre. Comme si l'histoire qu'il vient de vivre et à laquelle il a échappé n'était formée que d'une succession de monstruosités qui sont vaincues finalement par Henri IV et son retour au pouvoir, et pourtant, à la fin de l'œuvre, vous avez des monstres qui apparaissent et qui disent peut-être la précarité de la paix civile et de la tolérance pour laquelle Pierre de l'Étoile s'est tellement battu et pour lesquels il a réuni ce recueil. Pour conclure, si vous voulez bien, je ferai très vite. Donc vous voyez l'exceptionnelle richesse qu'a démontré également Jean-Marc Chatelain, l'extraordinaire richesse de ce recueil qui est un véritable trésor au sens de la richesse et de sa valeur intrinsèque, sa valeur documentaire, des affiches, des estampes, des portraits. C'est aussi un recueil qui vaut par le commentaire apporté par Pierre de l'Étoile. Et en cela, le recueil est singulier en son siècle, un recueil qui est assujetti, qui est sujet à une technique du collage et du montage qui fait sens. Et puis, il me semble que la coexistence, disons, de l'instance iconique, iconographique et de l'instance autobiographique consiste à réduire les écarts et à trouver une forme d'intelligibilité ou de rationalité dans le désastre et le chaos du monde du XVIe siècle. Voilà, c'est pour cette raison, je pense que c'est véritablement une œuvre exceptionnelle et je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas, Monsieur Chatelain, je pense que nous offrons la possibilité au public, si vous souhaitez poser des questions. Monsieur, oui, il faudra peut-être ça devrait aller, oui. Vous avez la voix qui porte, c'est bien. J'aurais voulu savoir, parce que vous avez consacré pas mal de vos recherches à l'électronique, oui. aussi publié l'électronique Oui. de Henri III et Henri IV. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré chez un auteur qui, a priori, est plus un auteur pour historien que pour professeur de lettres? Voilà. C'est que justement,
en le lisant, je ne voyais de commentaires et d'études que provenant tout d'abord des historiens qui ont magnifiquement servi Pierre de l'Étoile, ensuite les historiens de l'art, les historiens du livre, et je me suis dit, mais que font les littéraires là-dedans? Il n'y en avait pratiquement pas. Et je me suis laissé peut-être prendre au piège, ou du moins je me suis dit qu'il y avait peut-être là une manière d'articuler ou de pratiquer ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle toujours l'interdisciplinarité, une sorte de croisement des savoirs, pour essayer de cerner au plus près, peut-être aussi au plus juste, ce que pouvaient représenter ces textes qui ne sont pas tout à fait des œuvres littéraires, qui sont en partie des œuvres d'historiographes, enfin un genre assez difficile à définir. Et c'était une sorte de défi que je m'étais lancé à ce moment-là. Voyez-vous, c'est aussi simple que cela, si vous voulez, mais compliqué par la suite. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, les pages de support que vous avez tournées, ce sont les pages originelles du XVIe siècle ou les feuillets ont été recollés sur des pages du XIXe? Alors ça a été, le montage est originel, mais au XIXe siècle, vous avez vu qu'il y avait des pages intercalaires. Ces pages intercalaires ont été placées au XIXe siècle, hein, voilà. Et ensuite, donc, les choses ont été conservées telles quelles. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, il y a toujours, vous l'avez remarqué, un petit peu d'hésitation dans la manipulation. D'abord parce que c'est quand même très fragile finalement, pas très facile de le montrer dans les conditions dans lesquelles nous le montrons ici. Mais donc effectivement, le montage, c'est un montage de conservation qui est en partie postérieur, mais qui respecte totalement à l'intérieur de ces feuilles intercalaires ce qui avait été fait par Pierre de l'Étoile. Et c'est bien justement, comme vous nous le disiez, ce qui permet de rendre ce recueil toujours lisible aussi, de continuer à lire quel était l'exact dessein de Pierre de l'Étoile, de retrouver une succession, un ordre, une organisation derrière cette marqueterie mal jointe, comme aurait dit Montaigne de nouveau. Et deuxième question, le recueil est à charge, parce que ce que vous nous avez montré me semble un peu neutre, sans vraiment parti pris d'un côté ou de l'autre. C'est l'impression que j'en ai gardée, enfin comme une œuvre d'historien. Alors, qu'est-ce qui a justifié éventuellement l'arrestation de Pierre de l'Étoile à un moment donné, puisque... Le titre est quand même bien à charge. Hein. Oui. Oui, peut-être l'arrestation de Pierre de l'Étoile est liée, au-delà des activités de collectionneur et de propagandiste des politiques, à sa situation, j'allais dire, professionnelle. Il était... conseiller au Parlement de Paris, dans une fonction bien précise, mais ça j'aurais dû le préciser, je me rends compte maintenant, qui était une fonction de grand audiencier à la chancellerie. Alors c'est un titre ronflant, mais c'est un titre extrêmement important parce qu'au sein de ce dispositif ou de ce service de la royauté, la grande chancellerie s'occupait, avec Pierre de l'Étoile, de la censure et de l'imprimerie. Donc, tout ce qui, en gros, était publié ou se publiait à ce moment-là, passait sous ses yeux, enfin, sous son évaluation, et lorsque la Ligue prend le pouvoir, lorsque Henri III est obligé de fuir durant la journée des barricades, tous les officiers du Parlement, ceux qui ne sont pas partis en exil, sont remplacés par des ligueurs. Et Pierre de l'Étoile a eu ce courage de rester. Mais il avait au-dessus de lui, subitement, un ligueur qui s'appelait Larue et qui surveillait de très près ce qu'il faisait. Et il dit dans une partie de son journal que c'était son ennemi mortel et qu'il l'avait pratiquement condamné à mort. Voyez-vous. Donc il y avait là un acte de courage, je dirais de résistance quand même. Parce que bon, c'était pas évident. Pardon, oui, monsieur. Oui, c'est peut-être juste une réaction plus qu'une question autour du terme de monstre. Oui. Parce que finalement, ce que vous nous montrez, ce que montre Pierre de l'Étoile, c'est presque une action de journalisme. Oui. Et on a l'impression qu'après 5-6 ans d'observation, de chaos et de cruauté,
peut-être que le terme de monstre, est-ce qu'il vient à la fin? C'est ce qu'on évoque quand après l'expérience nazie, après ce type d'expérience, se questionner sur le caractère potentiellement monstrueux de l'homme. Qu'est-ce qui est caché derrière l'homme et quel est le monstre qui peut exister, je ne dis pas en chacun de nous, mais dans des circonstances qui sont des circonstances extrêmes. Absolument. De façon moderne, à la lumière de l'histoire moderne, je le lis presque comme ça. Oui, vous avez tout à fait raison. J'aurais beaucoup aimé développer cet aspect, mais vous le faites, donc je vous en remercie. Mais il est vrai que dans Monstre, il y a aussi Montré, démonstré, et qu'il y a là une réflexion sur l'individu, sur l'homme. Il faut replacer là l'étoile dans le contexte de son éducation humaniste. C'est quelqu'un qui a été, formé dans la philosophie, en gros, ou les humanités telles que les concevait Erasme, l'ouverture, la tolérance, la paix, et qui en 1562, au moment où éclatent les guerres de religion, voit cet idéal complètement fracassé. Et Pierre de Léon ne s'y retrouve plus. C'est pas, le monde est devenu fou. Vous remarquerez la normalité, tout ce qui sort des normes. Et comment dire un monde qui est devenu fou, qui est devenu hypocrite, qui porte des masques, qu'on ne reconnaît plus, qui était, en fait, on pourrait reprendre une formule de Bakhtin, hein, c'est le monde carnavalesque, le monde à l'envers. Le monde est retourné sur lui-même et qu'on me le remette sur pied. Et là, il y a effectivement une forme d'interrogation. Et si je vous permettez pour finir, si on prend les dernières lignes du journal, alors le journal de Pierre de l'Étoile, il a commencé à écrire en 1574, il meurt en 1611, et la dernière notation, c'est 3 semaines avant sa mort. Et il dit, aujourd'hui, le maréchal d'Ancre, donc très grand personnage du début du règne de Louis XIII, a fait ceci et cela. Donc le maréchal d'Ancre. Et il dit, en dessous, il marque, les jours que je vis ont la couleur de l'encre. Cette espèce d'assombrissement de l'univers. Et en dessous, alors, en italien, je le dirais en français, et il dit tous les Français, tutti francesi, sont des couillons. Et ça se termine comme ça. C'est un pied de nez qui est pas mal, je trouve. Mais ça rejoint tout à fait ce que vous... Il a donc aussi de l'humour par moments. J'ai une autre question. Je voudrais savoir comment vous expliquez la possession dans les mains de l'Église, donc de l'abbaye, si j'ai bien compris, d'un tel livre à charge contre les excès de catholicisme. Oui. Alors, Pierre de l'Étoile a eu 19 enfants, je crois. Donc, famille extrêmement nombreuse, qui s'est assez divisée. Un de ses fils, notamment, vendait ou dérobait les ouvrages et les pièces rares de son père pour les revendre et se faire un peu d'argent de poche. Je ne voudrais pas rentrer dans le sordide, mais ça explique pas mal de choses. Et notamment, un autre fils, qui s'appelait Claude, je crois, est un de ceux qui ont fondé l'Académie française, hein, donc la génération suivante. Et il y a eu, un petit-fils qui est devenu abbé de Saint-Acheul et qui peut-être a caché là ce texte, on ne sait pas. Je ne pense pas qu'il ait été forcément lu ou divulgué. Peut-être que M. Châtelain a des choses... Je voudrais juste dire une chose, c'est que le recueil n'est pas anti-catholique. Il est contre une certaine conception du catholicisme dans son exclusivisme. Mais Pierre de l'Étoile est un catholique. Ça, il n'y a pas de difficulté. C'est pas... Voilà. Je crois qu'il faut pas interpréter les attaques contre effectivement la Ligue, le fanatisme de ligueur, comme une attaque contre le catholicisme. C'est pas ça. Voilà. Donc moi je pense pas qu'il y ait de contradiction là. Bonsoir, Juliette Gestas de la Bibliothèque historique de la ville de Paris. J'ai une question et une remarque. La question, c'est de savoir si les 4 volumes reliés en parchemin d'autres pièces recueillies par l'Étoile ont aussi abouti à Saint-Acheul ou si on a suivi leurs traces.
Oui, alors, pardon. non, Oui, mais oui, alors je vous en allez-y, prie, et je excusez-moi. poursuis après. Non, non, Oui, voilà, je vous en c'est prie. c'est déjà la question. Je n'ai pas retrouvé trace de ces recueils. J'ai essayé de faire un peu l'inventaire de la bibliothèque des manuscrits. Il y a des centaines de pièces qui soit dorment quelque part, peut-être dans votre bibliothèque ou la vôtre, mais je n'ai pas retrouvé de pièces. Non, absolument pas. Bon, ce serait évidemment une bénédiction que de tomber là-dessus. Oui. Et ma remarque, c'est parce que je voulais Oui. citer un autre grand recueil qui est absolument parallèle à ce que fait Pierre Oui. de l'Étoile, que nous conservons à la bibliothèque historique, qui est le recueil dit Valençay, alors j'ai plus les chiffres, une centaine de volumes au moins, rassemblant, je crois, plus de 900 titres de pièces des guerres imprimées au temps des guerres de religion, collectées. Alors les pièces publiées vont des années 1560, les premières, mais il n'y en a pas énormément, à 1622, je crois. Et ça s'arrête effectivement la dernière décennie avec toutes les affaires du maréchal d'Ancre, des pièces et des pièces et des pièces sur les Concini, organisées chronologiquement, avec une table des matières manuscrites, avec une écriture qui ressemble beaucoup à celle de Pierre de l'Étoile. J'étais à nouveau très troublée ce soir, mais je crois que j'avais comparé de près les écritures avec le recueil sur Gallica, et que c'est quand même pas exactement la même. Et puis voilà, il meurt en 1611, ça voudrait dire que quelqu'un a pris sa suite. Mais en tout cas, donc, visiblement un politique aussi, il n'y a absolument aucune marque, sinon, qui me permette d'identifier quelle est la personne qui a fait ce recueil. Je pense que c'est quelqu'un qui est à Paris, parce que quand même la plupart des pièces sont parisiennes, même s'il y a quelques pièces de province aussi dedans. Donc c'est pas une initiative effectivement isolée du temps. Et ce recueil est un jour arrivé, je ne sais pas quand, dans la bibliothèque des Albani à Rome. C'est un recueil dans lequel il y a des pièces volantes avec des images satiriques, ou c'est plutôt des textes? Non, ce sont des pièces. Non, ce sont des textes. Il y a 2-3 planches dans tout le recueil. Oui, c'est ça. C'est justement peut-être quand même ce qui fait la différence forte, parce que ça, bon, j'aurais pu en parler tout à l'heure à propos de ce geste de collection, effectivement. De fait, on trouve de très nombreux recueils de pièces, de petites pièces historiques qui rapportent des sièges, des prises de villes, etc. Alors, mais dans un esprit qui est très différent de celui de Pierre de l'Étoile, mais dans une constitution, effectivement, de grandes séries chronologiques et qui, chaque fois, réapparaissent au moment des crises politiques. Donc, la première occurrence, c'est autour des guerres civiles. La deuxième, tu l'as cité, c'est effectivement autour de l'affaire Concini, où il y a toute une littérature très abondante et beaucoup de recueils qui sont constitués à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est évidemment les recueils de la Fronde, les recueils de Mazarinades qu'on trouve très très nombreux. Voilà. Et puis par ailleurs, pour ce qui est des guerres civiles, parallèlement à la constitution de ces recueils avec des pièces originales, se publient aussi des éditions de ces textes. C'est les travaux de Simon Goulard, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout un ensemble, mais je crois qu'il est proche, incontestablement, mais en même temps un peu différent de ce que fait ici Pierre de l'Étoile, avec des images satiriques qui ne rapportent pas seulement l'événement, mais le dénoncent véritablement, enfin dénoncent la violence qui s'attache à l'événement, cette dimension de parjure qui est celle de la diffamation même de la souveraineté royale dans l'attaque à Henri III, et non pas une chronologie neutre, en quelque sorte, des faits des guerres civiles ou des faits des grandes crises politiques. Il me semble que c'est peut-être la différence qui... Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il me semble que la bigarrure qu'on retrouve dans notre recueil Valençay, parce qu'il y a effectivement toutes sortes de textes historiques, textes satiriques, textes pamphlétaires, actes royaux en quantité, etc. Donc on est vraiment exactement sur la même bigarrure. Oui. Et la bigarrure elle-même est une dénonciation. Effectivement, et de mettre côte à côte les actes royaux et les actes publiés l'année de la Sainte-Ligue, le 6e, avec imprimature de Pierre Larue, etc., etc., et tous les actes de notre roi Charles de Bourbon. Enfin bref,
enfin, la collection même est une dénonciation de toute façon, effectivement, n'est pas neutre, même s'il n'y a pas un mot de commentaire, je trouve. Donc c'est effectivement, je trouve que ces actes de collecte sont intéressants. Oui. Oui, on pourrait ajouter juste une remarque à ce que vous dites et qui est dans le prolongement de ce que vous dites. Lorsque Henri IV est arrivé au pouvoir en 1594, il prend beaucoup de décisions, mais il prend un arrêt important qui concerne notre histoire, c'est qu'il interdit la diffusion et ordonne la destruction de toutes ces pièces. Il se trouve que l'officier chargé d'exécuter cet arrêt est un ami intime de Pierre de l'Étoile. Suivez mon regard. Et l'Étoile a lui-même prêté ce recueil à des amis, notamment les frères Dupuis, un fameux Dupuis. Lui-même dit qu'il en a recopié lui-même lorsqu'on lui avait prêté des recueils d'autres amis. Donc il y a toute une circulation diffuse qu'on arrive difficilement à repérer, mais qui existe très justement, et je pense que chacun a sa façon de collectionner, c'est évident, mais ce serait extrêmement intéressant de voir effectivement de plus près la teneur, et notamment les annotations, s'il y en a, de votre... bah oui. Donc voilà ce qui nous attend.